Aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'accompagnement des adultes TDAH ou TDA avec l'hypnose. Parce que l'hypnose, c'est une technique qui est particulièrement aidante pour ce type de profil. Parce que je ne vais pas repartir dans des définitions de ce que c'est le TDA, TDAH, parce que je pars du principe que quand on clique sur une vidéo, c'est souvent parce qu'on se sent concerné. Et je pars du principe aussi que l'algorithme, en fait, dirige les vidéos en fonction des profils des gens. Mais il va y avoir chez le TDA, TDAH, cette capacité à la fois être très dispersée, très défocalisée, c'est-à-dire que la personne va avoir tendance à être très très réceptive à tous les stimuli extérieurs. On retrouve souvent des phénomènes où c'est des gens qui n'arrivent pas à filtrer, par exemple, quand ils écoutent, quand il y a plein de conversations en fait dans une même pièce, ils vont avoir tendance à ne pas pouvoir s'empêcher d'écouter en fait de manière un peu globale tout ce qu'ils entendent autour d'eux. Et ils vont avoir une difficulté à des fois focaliser sur l'interlocuteur en face d'eux parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui parle à côté. Mais il y a aussi cette capacité-là chez ces personnes-là à aussi être dans des états d'absorption très très fortes, c'est-à-dire comme une sorte d'hyperconcentration quand par exemple il y a une situation où c'est très plaisant pour eux ou alors une situation d'urgence. Leur focalisation va avoir tendance à être très très bonne et très très forte, très dirigée vers une seule personne, une seule situation, enfin un seul objet en fait d'attention. Et cette capacité-là d'hyperfocalisation, qu'on appelle aussi absorption, cette capacité-là, elle va être très utile en fait dans l'état d'hypnose. C'est ce qui fait que les personnes qui ont un trouble de l'attention ont tendance à être assez bonnes pour la méditation, assez bonnes pour l'hypnose. Et donc l'hypnose est un outil qui fonctionne très très bien sur ce type de profil. Alors je vais expliquer dans cette vidéo en quoi l'hypnose peut particulièrement aider pour ce genre de troubles. Bien sûr, ça ne remplace pas une prise en charge, par exemple avec un psychiatre, avec un psychologue éventuellement pour ce genre de troubles. Ça ne se substitue pas au reste, l'hypnose. C'est juste que c'est un outil qui va particulièrement pouvoir cibler certaines choses, car le TDA et le TDAH, surtout chez l'adulte, ça a tendance à être quelque chose d'assez complexe, qui a un retentissement qui n'est pas seulement le problème attentionnel, la plupart du temps. Il y a aussi beaucoup de choses qui se sont rajoutées en fait au fil du temps. Et en ça, l'hypnose va pouvoir à la fois cibler les problèmes attentionnels, mais aussi le reste. Donc en hypnose, on peut entraîner quelqu'un à l'hyperfocalisation, par exemple. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des séances pour entraîner la personne à se concentrer très fortement sur quelque chose, comme venir un peu remuscler en fait sa capacité à justement vraiment focaliser sans être distraite par tout ce qui est à côté. On peut même jouer là-dessus, c'est-à-dire qu'on peut faire exprès de mettre des distracteurs pendant la séance pour que la personne ait en fait son mécanisme d'aller chercher l'info et de commencer à prioriser un peu l'info externe comparé à son objet attentionnel. Et en suggérant qu'elle peut ne pas faire attention aux stimuli externes, elle va comme ça pouvoir remuscler son attention. Donc là, on va être plutôt sur le fait de filtrer en fait les distracteurs. Pour ça, la séance peut se cibler sur par exemple un objet précis, c'est-à-dire si la personne a ce problème-là en particulier au travail, dans un environnement, je ne sais pas si par exemple elle travaille dans un bureau où il y a plusieurs personnes, ou un lieu type open space, ce genre de choses, elle est obligée de faire en fonction de son lieu de travail. Et là, on va pouvoir vraiment venir cibler par rapport à son contexte, en recréant la scène en fait en état d'hypnose. On va vraiment pouvoir venir cibler les distracteurs qui lui posent problème et trouver un moyen pour que ces distracteurs-là soient mis de côté, s'entraîner à ça. Et donc, comme je le disais avant, pouvoir même venir rejouer des situations. On peut par exemple faire intervenir des sons en fait pendant la séance pour justement venir aider à réguler ça. On va aussi avoir tout ce qui est auto-sabotage, hein. Là je pars dans une autre catégorie. Il va y avoir chez le TDAH et le TDA parfois une propension à s'auto-saboter parce qu'il a tellement en fait été dysfonctionnel dans certains cas, dans certaines situations, que même lorsqu'il a appris ou lorsqu'elle a appris à au final réguler, focaliser, qu'il a réussi à développer ces compétences-là, parfois le simple fait de croire qu'il n'en est pas capable ou qu'elle n'en est pas capable va avoir tendance en fait à créer le problème.
Donc là, on est plutôt sur quelque chose qui s'est construit, en fait. Je vais donner un exemple pour peut-être permettre de mieux comprendre. On peut avoir quelqu'un qui avait cette difficulté-là, par le passé, à rester concentré sur quelque chose. Ça posait beaucoup de problèmes à l'école. On lui a dit, redit, etc. Par un jeu de ping-pong relationnel, cette personne-là s'est vraiment dit « j'ai un problème avec ça ». Dans un autre contexte, cette personne-là, plus tard, s'est mise à faire un sport dans lequel elle devait être très très concentrée. Par exemple du tir à l'arc ou je sais pas, ouais, je pense que le tir à l'arc c'est un bon exemple. Elle est très concentrée sur une cible, elle doit faire abstraction à ce moment-là de tout ce qu'il y a autour, de tous les bruits, de tous les mouvements des gens autour d'elle, tout ce qu'il peut y avoir dans sa vision périphérique, etc. Il se trouve que cette personne a très très bien appris à le faire. Donc elle est devenue très très forte dans ce contexte-là précis. Elle a développé une compétence en fait à réguler son attention, à être très focalisée, à faire abstraction du reste, à filtrer tous les distracteurs. Donc cette personne-là, en fait, elle sait le faire. Sauf que elle va savoir le faire dans ce contexte-là, et elle va pas le généraliser, parce qu'en fait, dans tous les autres contextes sociaux qu'elle connaît, au travail, avec des amis, etc., on lui a dit que c'était en fait hyper compliqué que de lui parler, de tenir une conversation. Là, je pars dans un exemple un peu extrême, avec quelqu'un qui a vraiment du mal à se réguler à ce niveau-là. En clair, elle sait faire la chose, elle l'a juste pas transposée. Et elle l'a juste pas transposée pour quelle raison? Parce qu'elle a des croyances, en fait, sur elle-même. À force d'avoir vécu des situations où ça posait problème aux autres, à force peut-être qu'on lui ait reproché, en fait, cette chose-là, elle en a fait une croyance qui est bétonnée à propos d'elle-même. Et donc, le problème, c'est que il va y avoir une dissonance cognitive, en fait, si elle se met à être au final capable de focaliser dans des contextes de la vie quotidienne, alors qu'elle a cette croyance-là qu'en fait, non. Et que potentiellement aussi, il y a peut-être des personnes qui lui rappellent qu'elle est comme ça. Alors là, on part à un niveau identitaire, et c'est un peu le souci, en fait, avec les croyances. C'est que les croyances, elles se nichent à un niveau identitaire. Les gens finissent par dire « je suis comme ça ». Et à partir de là, quand on est sur un niveau identitaire comme ça, parce qu'on nous l'a beaucoup dit, ou parce qu'on se l'est beaucoup dit, ça devient beaucoup plus solide, en fait, beaucoup plus ancré. Et donc, si on n'agit pas comme notre identité, ce qu'on a construit de notre identité le dit, ça va dissonner. Donc notre cerveau, il va faire en sorte de faire correspondre la réalité à notre croyance, en fait. Donc là, on se retrouve avec un souci où, en fait, la personne a acquis la compétence. Elle l'a juste pas transposée. Et ça, c'est du fait des croyances. Ça va m'amener à glisser vers un autre domaine qui est quelque chose qu'on va vraiment pouvoir cibler en hypnose, donc très lié à ce que je viens de dire. C'est que la personne TDAH, je parle de la personne adulte, elle a des difficultés, mais en même temps, c'est plus les mêmes que celles de quand elle était enfant. Elle a peut-être encore de l'impulsivité, elle a peut-être encore des problèmes à planifier ou à prioriser les tâches ou toutes les choses qui sont connues en fait dans le trouble du TDAH. Peut-être aussi un problème avec le fait d'être très distractible, etc. Mais quelqu'un qui est TDAH ou TDA et adulte, c'est quelqu'un qui a mis en place plein de stratégies de compensation par rapport à son trouble. Il y a même des gens, en fait, qui sont diagnostiqués TDA, TDAH quand ils sont enfants, et qui, en grandissant, en fait, viennent compenser le trouble au point où ils n'ont plus le trouble, et au point où, sur les IRM, on voit qu'ils ont rattrapé leur retard, parce qu'en fait, le trouble de l'attention, ça entraîne un retard au niveau d'une zone du cerveau, en fait, qui se développe plus lentement que chez les autres enfants. Et ça, c'est quelque chose qui se régule parfois. En fait, il y a certains enfants qui ont ce retard-là quand ils sont enfants, et plus tard, quand ils grandissent, ils ont compensé, ils ont rattrapé leur retard, en fait, et la partie du cerveau en question, elle s'est finalement développée correctement, et ils n'ont plus de problème, en fait, arrivés à l'âge adulte. Mais à côté de ça, il y a des adultes qui gardent le TDAH, qui gardent le trouble. Pour autant, comme je le disais, il y a toujours, en fait, une compensation qui se fait, c'est-à-dire que la personne va trouver des moyens, en fait, de venir trouver d'autres manières de réussir à accomplir la tâche. Donc elle va passer par d'autres chemins,
parfois plus fatigants, parfois plus longs, parfois plus astucieux aussi, parce que ça développe une forme de créativité. Du fait de devoir emprunter d'autres chemins en fait, neurologiques pour arriver au même résultat, ça vient contourner et ça vient trouver aussi d'autres solutions. Ce que je veux dire en tout cas, c'est que une personne TDAH adulte, elle a des ressources. Elle n'est pas démunie de capacités. Elle n'est pas purement son trouble. Elle a développé plein de manières en fait de compenser ce trouble-là. Et ce qui va souvent venir poser problème, c'est que à force en fait d'avoir été différent, à force d'avoir été potentiellement culpabilisé parce que le système scolaire n'est pas fait en fait pour ces personnes-là, cette maladaptation va entraîner des conflits la plupart du temps, que ce soit avec les parents, avec les professeurs, ou bien un décalage que l'enfant va ressentir, c'est-à-dire qu'il va se comparer aux autres. Il va constater que c'est pas pareil pour lui que pour les autres. Et c'est des choses qui vont se faire petit à petit, mais la personne, au bout d'un moment, va se sentir différent. Et de cette différence-là va pouvoir aussi se développer de l'anxiété, un inconfort en tout cas, une sensation de ne pas être compris, un isolement. Et tout ça, en fait, que ce soit des conflits relationnels parce que les gens autour de l'enfant ne comprennent pas pourquoi il n'arrive pas à faire quelque chose que son frère ou sa sœur sait faire, par exemple. Tous ces problèmes-là vont entraîner des petits traumas, en fait, si c'est pas des plus grands traumas. Hein. Parce qu'au niveau des statistiques, les personnes TDAH ont plus tendance à être traumatisées que les autres et elles ont aussi parfois plus des comportements à risque qui entraînent aussi ce genre de situation. Et en tout cas, on va avoir chez ces personnes-là un empilement en fait de situations traumatogènes qui vont développer aussi plus de troubles en fait, qui vont entraîner la personne à la fois ne pas croire en elle, à avoir une estime d'elle assez faible en fait, et à développer encore plus de croyances limitantes à son sujet. Donc j'en ai parlé juste avant, on a tendance à se conformer à ce qu'on croit de nous, ou ce que les autres croient de nous, et qu'on a fini par introjecter. La croyance de l'autre, ça devient quelque chose qu'on finit par croire aussi. Ça va être une grosse partie du travail avec ces personnes-là. C'est-à-dire que quand on va faire lever des croyances à propos de la personne, quand on va venir débloquer certaines ressources, accéder à des capacités en fait qu'elles ont, mais auxquelles elles ne croient plus en fait. Des fois, c'est tout aussi simple que ça. Hein. Et il y a déjà beaucoup de choses qui vont changer par rapport aux troubles. Il y a beaucoup de choses qui vont s'améliorer parce que la personne va accéder à nouveau à des capacités. Il va y avoir aussi l'anxiété qui va se réguler et qui va baisser parce que plus on a confiance en soi, plus l'anxiété elle baisse aussi, l'anxiété de performance par exemple, ou ça peut être aussi l'anxiété sociale. Et donc tout ça va pouvoir permettre à la personne de gagner en liberté, de gagner en fluidité et de réduire aussi son trouble. Parce qu'une personne TDAH, elle a tendance à être très très souvent en attention divisée. En fait, les modes d'attention, il va y avoir l'attention soutenue, où par exemple là je suis en attention soutenue, je suis en train de penser à ce que je fais une vidéo, et je suis très concentrée sur l'objectif, je suis en train de regarder l'objectif de la caméra, etc. Je suis concentrée sur ce que je dis. Il va y avoir l'attention divisée, où par exemple, je suis en train de m'occuper d'un enfant, et en même temps, je suis en train de ranger des choses, et je fais 2 tâches en même temps. Ça, c'est l'attention divisée. Les personnes TDAH ou TDA sont très 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 souvent en attention divisée. C'est leur mode principal en fait, attentionnel. Elles peuvent être en train de... En fait, c'est très rare que ces personnes-là, quand elles font quelque chose qui est un tant soit peu automatisable ou qui leur demande moins de ressources, c'est rare qu'elles ne soient pas en même temps complètement absorbées par autre chose de mental à ce moment-là. Elles sont dans leur tête, elles sont dans une forme de dissociation hypnotique, ce qui est une dissociation naturelle, hein, on le fait tous, et les personnes qui ne sont pas TDAH aussi le font. Mais ça va être vraiment leur mode principal, c'est qu'elles vont être sur 2 trucs en même temps, la plupart du temps. Là où ça peut être majoré, c'est que quand quelqu'un est assez anxieux par rapport à lui-même, parce qu'il a beaucoup été stigmatisé par rapport à son trouble, ça va ajouter en fait de la dissociation. C'est-à-dire que la personne, elle va être en train de parler à quelqu'un, et en même temps, parce qu'elle est anxieuse d'elle-même,
par rapport à son trouble, par rapport à toutes les croyances qu'elle peut avoir sur elle-même, etc., elle va en même temps être très très prise par son dialogue interne qui va lui dire « Eh, mais t'as l'air bizarre là, reste très concentré sur cette personne, elle est en train de te parler, surtout reste concentré ». Il va y avoir ce genre en fait de dialogue interne qui parfois vient concurrencer l'interaction. Donc la personne est en train de parler à quelqu'un, elle est focalisée sur cette personne, et en même temps elle est très focalisée sur ce qu'elle se dit en interne, et donc elle a des sautes attentionnelles. Elle va parfois se faire distraire en fait par son propre dialogue interne. Et ça, c'est, comme je le disais juste avant, c'est très majoré par le stress et l'anxiété en fait que la personne a vis-à-vis d'elle-même. Quand l'estime de soi augmente, quand la confiance en soi en fait augmente et retrouvée, la confiance en ses capacités, ben, du coup, ce dialogue interne-là, il se calme, il se diminue, et la personne a de nouveau plus de place, en fait, pour être à nouveau plus focalisée sur l'interaction sociale, la relation, la conversation quand elle est en conversation. Elle a un distracteur qui va baisser, en fait. Parce que l'anxiété est vraiment... le trouble anxieux, il est très, très corrélé au TDAH. C'est très fréquent qu'en fait, les personnes qui ont ce trouble-là ont aussi un trouble anxieux associé. Donc voilà, pour résumer, l'hypnose peut vraiment aider sur le fait de s'entraîner en fait à être plus focalisé, de s'entraîner aussi à être moins distractible, à filtrer en fait les distractions, à avoir une meilleure capacité de filtration en fait de l'information. L'hypnose va être très utile pour lever certaines croyances limitantes, pour potentiellement aussi venir voir où la personne a développé des ressources. Je parlais tout à l'heure du sport. Il peut y avoir d'autres domaines en fait où la personne, il se trouve qu'elle sait très très bien faire ce pourquoi elle vient consulter, c'est-à-dire elle pense qu'elle a du mal à se concentrer, mais il se trouve que dans d'autres domaines, elle arrive très bien à le faire. C'est très 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 fréquent en fait que on a tous des domaines en fait de expertise entre guillemets où on a développé des capacités beaucoup plus fortes parce que c'est quelque chose qui nous passionne ou parce que ça fait partie de notre travail ou parce que voilà. Et on va avoir tout ce qui est l'accumulation en fait de petits traumas, de tout ce passif en fait d'avoir été stigmatisé, et de s'être senti différent aussi, d'avoir eu des situations qui ont peut-être amené de la honte parce qu'on n'avait pas fait ce qu'il fallait, parce qu'on avait oublié des choses, tout ce qui est assez fréquent en fait chez la personne TDA, TDAH, et qui peut entraîner des conséquences assez problématiques. Par exemple, ces personnes-là, ça va être très très souvent des gens qui ont tendance à perdre des objets, à perdre leurs clés, à perdre leur carte bancaire. Et tout ça, ça peut entraîner des situations qui peuvent être vraiment, vraiment problématiques pour leur entourage. Et tout ça, ça amène du conflit, ça peut voilà, entraîner des situations assez marquantes émotionnellement et qui peuvent entraîner beaucoup de honte et ouais, de stigmatisation et tout ça. Donc voilà, j'espère que c'est une vidéo qui aura pu t'être utile si c'est quelque chose avec lequel tu te sens concerné ou quelqu'un que tu connais. N'hésite pas à commenter. Et moi, je pourrais aussi faire d'autres vidéos à ce sujet-là, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Voilà, je te remercie pour ton attention, et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.